Microsoft Fabric. Alors, vous le rappelez, hein, le Translytical, ce terme voilà, nouveau pour nous, qui avait été présenté quelques mois auparavant lors de la Fabcon et qui nous introduisait la grande promesse de pouvoir enfin saisir de la donnée depuis l'écosystème Power BI/Fabric, qui était une demande historique de beaucoup de nos clients en data, de dire mais est-ce que je pourrais pas avoir quelque chose pour faire de l'insert en base ou des choses comme ça, juste pour maintenir une liste à jour. Voilà, aujourd'hui, à l'époque, on avait la Power Platform qui permettait via des visuels dédiés dans Power BI d'y répondre. Aujourd'hui, on a une fonctionnalité et je crois que tu l'as testé. Du coup, Nicolas, tu peux nous en dire un peu plus. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Je vous avais dit, voilà, on attendait un petit peu, les User Data Function. Bref, c'était un petit peu en mode, bon, on s'attend à ça, mais voilà. Aujourd'hui, je l'ai testé, ça fonctionne même très bien. Je vous le présente. Alors là, il y a déjà une première présentation de comment ça se présente sous Fabric. Donc, c'est un nouvel élément, c'est un nouvel objet dans Fabric. Quand on est côté Power BI, du coup. Quand on est dans Fabric. Mais côté reporting. Non, côté Fabric tout court. Okay. C'est vraiment un objet Fabric, ce qu'on appelle UDF. Donc alors, c'est le User Data Functions, mais en français, c'est le fonction de données utilisateur. Alors, c'est toujours super bien traduit avec Microsoft, ça, on a l'habitude. Donc, c'est en fait un nouvel objet qui va nous permettre de mettre en place tout un ensemble de codes. En fait, un code, un appel, voilà. On voit un petit exemple de code que j'ai réalisé moi-même. Alors, c'est super simple, hein, c'est du code Python qui permet de créer une fonction qui, ensuite, va se connecter à une base de données de type SQL. Hein, donc, les SQL Database, aujourd'hui, on sait, elles sont dans Fabric. Et à partir de cette fonction, on va envoyer des paramètres à cette fonction qui vont écrire dans une table spécifique de cette base de données SQL. Donc, voilà, quelque chose de finalement assez basique, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout ce genre de fonctionnalité. Au point même dire, on disait que c'était pas la philosophie du produit. Ah, mais de toute façon, ce n'est pas la philosophie de la BI. C'est ça qui est intéressant. Mais attention, Fabric, ce n'est pas de la BI, c'est de la data. C'est une plateforme de données. C'est un hub de données. Donc, à partir de là, qui dit données dit effectivement, on peut la récupérer, mais on peut aussi la saisir. On peut aussi écrire. Donc, d'où le fait d'avoir mis les bases SQL maintenant, Cosmos DB, etc. Donc, vraiment, on passe à une autre étape. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le Power BI Write Back, hein, j'essaie de bien le prononcer, cette chimère, ce côté un petit peu, je vais faire de la BI, je vais saisir en même temps, mais non, mais tu peux pas. Ah, ok, tu passes par de la Power Platform. Bah, ça a toujours été un peu le côté un peu limitant, finalement, de Power BI chez les utilisateurs. Bah, là, maintenant, avec ce genre de fonctionnalité, on va pouvoir mettre ça en place. Donc, par étape, on crée déjà la User Data Function. On peut mettre plusieurs fonctions, d'ailleurs, dedans. Hein. On peut faire appel à plusieurs fonctions. Donc, l'objet en lui-même permet d'avoir plusieurs fonctions. Une écriture dans une base, plusieurs écritures, plusieurs lignes qu'on peut aussi écrire dans une même table. Donc là, Nicolas, ce n'est pas low code, c'est du pur code. Là, c'est du code, c'est du Python. Ouais, alors, c'est du Python. Le Python est comme si vous le regardez un petit peu de plus près, il est grisé. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, on a le Python. Demain, qui sait si on aura du SQL, peut-être même d'autres langages. Pourquoi pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est du pur Python. On peut également, et ça je le présente après, accéder à des librairies particulières, c'est-à-dire qu'on peut aussi importer des librairies, alors, le NumPy, Pandas, etc. etc. Hein. On va même des librairies, effectivement, pour faire du machine learning. Donc, on peut aller quand même assez loin dans la personnalisation de cette UDF, donc ce User Data Function, cet objet au sein de Fabric, pour justement, encore une fois, accéder. On peut lire également, hein, c'est tout bête, hein, mais on peut aussi lire de la donnée. On peut faire une fonction qui va lire la donnée tout simplement. Bon là, l'idée, c'est pour le fun, c'est quand même d'écrire dans la base. Et pourquoi elle lirait la donnée alors que c'est déjà ce que tu fais? On pourrait imaginer, alors, il peut y avoir des appels à partir de Power BI, mais attention, hein, l'UDF n'est pas que destiné à du Power BI, il peut être destiné à n'importe quel, à terme, à n'importe quel objet. Donc on pourrait appeler ce User Data Function, pourquoi pas, dans une API par exemple, et passer des paramètres dans l'API, et avoir le résultat sous forme de lecture d'une table, par exemple, dans une base. Donc voilà, attention, l'UDF n'est pas que destiné, là on parle du Translytical, donc on est très focus sur Power BI parce que la fonctionnalité était tellement attendue, enfin, il y a beaucoup d'utilisateurs, même moi, j'en étais réduit à dire, mais non, mais ça se fera jamais. Donc aujourd'hui, on a cette fonctionnalité-là, on parle beaucoup de Power BI, mais attention, l'UDF n'est pas que destiné à Power BI. Que dirais-tu au petit Nicolas d'il y a 10 ans? Oh, beaucoup de choses. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Tu verras en 2025, Microsoft sortira quelque chose. Mais voilà, en tout cas,
Et à la fin, Nicolas, donc tu as défini ta user data function. Important de rappeler que ce n'est pas que lié à l'écosystème Power BI, c'est bien dans Fabric et ça permet de faire pas mal de choses. Et en fait, tu vas l'appeler, du coup. C'est ça. Donc là, la première étape, déjà, c'est de créer un peu tout ce qui est back-end, c'est-à-dire cette fonctionnalité d'attaquer. Donc, il faut bien sûr une base SQL, bien. Que des bases SQL? Parce qu'on a un client qui nous avait demandé, est-ce que je peux aller faire typiquement dans du Lakehouse, de l'écriture, dans même une de leurs bases on-prem? Oui et non. Alors, j'ai essayé surtout sur la partie SQL. Donc, je me suis arrêté à ça. J'ai cru comprendre que peut-être Warehouse, on pourrait, puisqu'on peut écrire dans un Warehouse, mais je ne l'ai pas testé. Warehouse on-prem? Ah non, pas on-prem, pardon. Tu parlais d'on-prem. Oui, mais le client avec qui j'ai échangé se disait, mais tiens, ce serait super, mais est-ce qu'on peut aller mettre à jour d'autres bases que les bases SQL alors, dans avec le Translytical, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est sur l'expérience full Fabric, cloud, interne à Fabric. Ça n'existe plus, on-prem. On a des clients encore, on a des clients. Non, on ne les a pas gardés. Non, mais SQL Server, base SQL Server, avec la version 2025 aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une base client très importante, notamment dans le domaine bancaire, qui ont encore des infrastructures on-premise. Ok, donc en tout cas, réservé en écriture à l'écosystème Fabric. Là, c'est reste du pur Fabric. Voilà. SQL Database dans Fabric. Tout à fait. Peut-être Cosmos, non? A été annoncé, on ne sait pas. Pour l'instant, encore. Pour l'instant, non. C'est surtout là, l'idée, c'est vraiment de partir sur justement mettre en avant les bases de données SQL dans Fabric pour ce type de cas d'usage qui quand même peut avoir sa clientèle, simplement. Voilà, le screenshot qu'on a après, c'est pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors, c'est tout basique. Là, c'est une page côté Power BI. Donc, une fois qu'on a notre UDF qui fonctionne, notre fonction qui est en place. Alors, il faut la publier. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de la publication à faire pour qu'elle soit visible au niveau de nos rapports. Donc, une fois que j'ai le rapport et que je le connecte, donc j'ai mon rapport qui est connecté évidemment par l'intermédiaire de mon credentials à mon environnement Fabric, je peux créer donc tout un ensemble d'objets qui sont en fait des saisies. Alors, ça peut être de la saisie, ça peut être des listes déroulantes, ça peut être aussi des petites réglettes, voilà. Il y a tout un ensemble d'objets que l'on peut créer pour faire tout un ensemble de saisies. Et puis on a un petit bouton, alors vous voyez là il est grisé parce que j'ai fait ma saisie, j'ai fait ma validation, mais j'ai un petit bouton qui est validé, voilà, écrire, valider, on y met ce qu'on veut dedans, c'est vraiment un bouton au sens Power BI, voilà. Ouais. C'est un bouton avec une action derrière, et l'action est très importante puisque dans l'action de ce bouton, on va pouvoir dire, plutôt que d'avoir l'action d'aller sur une page comme on a encore maintenant ou d'aller sur un site web, etc. Là, on a une action supplémentaire qui est appelle la fonction. Okay. Et après, dès qu'on a activé cette action, donc vers cette fonction, eh bien, on a la liste des paramètres qui sont nécessaires pour faire l'appel à cette fonction. Donc là, j'avais 3 paramètres. Tout simplement, j'ai dit, le champ 1, tu le mets dans le paramètre 1. Le champ 2, le petit champ 2 formulaire, tu le mets dans le paramètre 2. Et ensuite, pour le paramètre 3, la même chose pour le champ 3. Et une fois que j'ai ça, mon bouton, je teste. Et en fait, je fais tout simplement ma saisie dans mes différents champs. Je clique sur le bouton. Est-ce que j'ai besoin de rafraîchir mon visuel ou est-ce que c'est instantané ou ça dépend de comment tu as monté ton rapport? Exactement. C'est la troisième réponse. J'aime bien auto-répondre à mes questions. Par défaut, ça inscrit dans la base, mais après, pour le voir dans le rapport, vous le savez, si c'est de l'import, il faut rafraîchir le rapport pour retrouver mes données. Là, j'ai fait du direct query, puisqu'on peut faire du direct query avec du SQL. Donc, évidemment, il suffisait juste de rafraîchir la page et ça fonctionne. Donc là, vous savez, maintenant, on peut faire du rafraîchissement de page automatique aussi dans les rapports Power BI. On peut dire qu'au bout de 2 secondes, mon rapport se rafraîchit, 5 secondes, etc. Donc, on se met évidemment un peu de latence. Et de se dire, voilà, quand je clique, au bout d'un certain nombre de secondes, voilà, j'ai un rafraîchissement de la page et j'ai ma nouvelle donnée qui apparaît dans le petit tableau que j'ai montré à gauche. Donc, voilà, j'ai fait mes tests et ça fonctionne très, très bien. Avec, je pense, pas mal de warnings quand même. Alors, je pense dans l'usage, déjà. C'est ça, on va y venir. Tu veux peut-être y aller en fait, voilà. Ouais. Non, alors les warnings, les usages, évidemment, c'est toujours compliqué de laisser ça entre les mains de tout le monde. C'est peut-être ce que tu veux dire. Déjà, et puis de dire quand même, à un moment, de ne pas s'enfermer dans une vision applicative. C'est-à-dire que je pense que on voit très bien là où ça peut servir pour mettre à jour des données qui seraient mauvaises ou maintenir une petite liste, problème de la etc. Par contre, philosophiquement et en termes de produit, encore, si à un moment, il y a réellement une app de saisie que vous voulez faire,
c'est pas un rapport Power BI qu'il vous faut. Exactement. Et ni Fabric. Et du coup, allons voir plutôt côté Power Platform avec du formulaire, allons voir une expérience plus applicative. C'est la raison pour laquelle la feature, en fait, elle sortait pas. C'était pas un problème technique. Parce que nous, on le voit côté prestataire de service. La quantité de clients qui ont dit « Non, mais je veux pas payer pour un vrai projet, mettez-moi un pauvre formulaire là dans le Power BI ». Ouais, mais les impacts en termes de gouvernance, en termes de cycle de vie, en termes de sécu, en termes de... Et même avec tout le respect que j'ai, c'est comme je le dis toujours en low-code, en Power Platform, un citizen dev, et c'est pas parce qu'il a les outils qu'il a le talent d'un architecte senior en termes de conception applicative. Côté data, pareil, en fait. Et du coup, ça ouvre... C'est une boîte de Pandore, et que je peux comprendre que Microsoft a vraiment... pas voulu ouvrir cette boîte de Pandore pendant longtemps, mais il l'ouvre de partout parce que toi, en fait, ils viennent te l'ouvrir comme ça. Moi, je viens de me la faire ouvrir dans l'autre sens, c'est-à-dire que je viens d'avoir Python qui a débarqué dans Copilot 365. Je dis, les codes interpréteurs Python dans Copilot 365, et j'ai Python en plein milieu de Copilot Studio. Dans le chat ou dans le code. Donc en vrai, là, on se dit mince, Python everywhere, quoi. On le voit là avec les user data functions. On a mis d'abord. Et du coup, je pense que le sujet, c'est vraiment de garder en tête que le but, c'est de mettre à jour de la donnée. Surtout ça, finalement, corriger, mettre à jour, alimenter. Mais si votre besoin il est applicatif, lié à finalement de la règle métier, de la fonctionnalité métier, et d'avoir un usage applicatif, on n'est pas dans le même monde. Faut pas s'enfermer dans ce monde-là. Il faut rester dans le périmètre qui est donné. Ça rappelle l'époque des visuels custom où tu essayais de faire des apps dans Power BI. Tu vois, tu te sens que demain on va avoir quelques rapports un peu sympas. Je me rappelle pas cette période-là. Où il y aura 1 milliard de boutons qui auront été montés avec des user data functions. Non mais tu peux t'éloigner rapidement. À mon avis, tu fais plein de user data functions, plein de boutons dans ton rapport. Tu commences à avoir une machine de contrôle là. T'es pas loin de quelque chose qui va être dur à maintenir, quoi. Il faut de la gouvernance derrière. Maintenant, ça pourrait marcher parce que fondamentalement, tu as une SQL database, donc tu as ta base transactionnelle. Donc ça pourrait marcher. Le nom, Translytical, transactionnel, analytique. À la fois en termes d'accès pour tes users, il y a un sujet de licence Power BI ou de capacité Fabric. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment, ils vont plus savoir pourquoi ils vont dans Fabric. Et pourquoi ils consomment ça ici alors qu'ils ont une app. Et je pense que c'est ça peut-être le gros warning qu'on veut mettre. On le disait dès le départ, quand les bases SQL sont arrivées, attention, est-ce que c'est pas le début du... vraiment de la saisie, demain peut-être même d'un petit... App. Non mais on avait dit, pourquoi pas la Power Platform dans Fabric. On avait dit ça, on avait dit à un moment donné, mais si tu as la base de données, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir carrément l'applicatif Voilà, c'est simple. Type, toute la partie Power Platform, on la met dans Fabric et on met tout dedans. Mais de toute façon, attends, la Power Platform, à sa gauche, elle a un truc qui s'appelle Fabric, à sa droite, elle a un truc qui s'appelle Foundry. Au bout d'un moment, elle se pose des questions, la petite mère. Exactement. Non, mais il y a des questions, effectivement, et encore une fois, on voit avec ce genre de fonctionnalité que la frontière est quand même très très mince et de plus en plus mince. Et c'est vrai que ça répond peut-être à un besoin qui aurait pu être adressé autrement avec des vrais applicatifs qui peuvent... Bon, la dernière image, c'est la table en question avec les dernières. Alors, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez zoomer un petit peu. Vous verrez qu'effectivement, on voit la saisie, mes saisies Toto Titi Data. Puis voilà, ça fonctionne juste pour montrer que ça fonctionne bien et qu'on est dans une table et ça inscrit bien dans la table. Franchement, ça fonctionne très bien. Et on a déjà eu des discussions sur des cas clients de petites listes CRM à maintenir qui devaient être mises à jour, qui sont maintenues sur des Excel aujourd'hui un peu paumés. Là, typiquement, tu dis, fondamentalement, soit je te le mets dans une liste SharePoint et je te fais un petit formulaire, soit je te le mets dans Fabric parce que tu es en train de construire la data platform et tu as ta base CRM finalement qui est un peu enrichie en live. On recrée un CRM pour autant, mais philosophiquement, on voit déjà des cas d'usage. Pour le coup, c'est assez pragmatique. Et ça fonctionne bien, du coup, facile à mettre en place. Ça fonctionne bien, on peut faire de la modification aussi de lignes. Enfin voilà, on peut vraiment être très loin. Je dirais juste sur cette partie-là que, évidemment, il y a des prérequis. Donc évidemment, il faut Fabric. Mais il y a aussi des choses à activer au niveau à la fois du portail d'administration. Donc on parlait de gouvernance, on peut très bien interdire cette fonctionnalité, parce que c'est une fonctionnalité qu'on peut complètement désactiver dans le portail d'administration, comme beaucoup de fonctionnalités, et qu'on peut activer ensuite, peut-être plus tard, dans chacune des capacités Fabric. Et puis, aussi de l'autre côté rapport, c'est une option dans le rapport. C'est-à-dire que dans Power BI Desktop, on va dans la partie options et on peut désactiver cette option en disant non, moi je souhaite pas ou l'activer si on veut vraiment par défaut les désactiver. C'est important. Donc voilà. Donc la gouvernance. Il y a quelques petits garde-fous qui permettent d'éviter que tout le monde commence à s'amuser à faire tout ça. Merci pour ce petit rappel, Nicolas. Important d'avoir des possibilités de gouverner les data. Toujours.